Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour parler des Modérés, livre de 220 pages paru en 1936, dont l'auteur que vous voyez ici est Abel Bonnard. Vous le trouvez normalement au prix de 10 €. Ne le prenez pas chez Contre-Culture, les éditions de chez Soral, où je crois que le livre est plus cher. Voilà. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Retour là, comme de temps en temps, sur un auteur qui est bien une dissertation à lui seul. Abel Bonnard est, si ce n'est un immense écrivain, au moins une immense figure du 1er XXe siècle que la guerre et surtout l'occupation nazie ont transformé en maudit et donc en oublié. Il fait d'ailleurs partie de la liste des écrivains du tout premier livre que j'avais présenté en vidéo, les maudits, les gens qui se trouvaient sur les listes d'épuration du CNE. Néanmoins, la décharge de la révision des mérites qui a suivi 1945, je pense que ce dernier aurait été oublié tant il était un styliste de la langue à une époque où émergeait bien déjà une avant-garde, sans considération de ses idées par ailleurs à Bonnard, et qu'il aurait fait figure sans aucun doute de dinosaure absolu dans les années 50. Il est un homme, c'est une certitude, d'une génération précédente, et les sujets dont il a pu traiter étaient ceux du classicisme de la Troisième République. Disons qu'il est coincé temporellement même entre Proust et Drieux. Il partage le style de l'un et le destin de l'autre en quelque sorte. Bref, même sans la guerre, il aurait fini au mieux en parcours obligatoire de licence de lettres, fini cité sur un plateau de télévision par les sycophantes de l'entre-soi parisien, ou dans quelques lignes d'un manuel scolaire de lycée. Bon, il n'en est même plus là, le pauvre. L'homme est né en 1883 à Poitiers. Il est un enfant brillant de la bourgeoisie, aux mains de précepteurs, qui lit et écrit à 4 ans, travaille son grec et son latin à 6. Bon, je vous rassure, ça peut sembler être d'un autre monde, mais pour voir un enfant de cet âge-là grandir près de moi, c'est possible pour tous les enfants encore aujourd'hui. Hein, j'ai dit possible, simplement l'époque et le milieu de nos jours s'y prêtent moins. Et puis il faudrait avoir les moyens de se payer un précepteur et d'en trouver qui parle latin et grec, ou d'avoir des parents dont les notions de latin ne s'arrêtent pas à des souvenirs scolaires de déclinaison, comme c'est mon cas. Rex rex, regem regis, regi rege, voilà. Ça s'arrête, mon latin s'arrête ici. Il fait des études classiques, entre en Cagne, échoue à Normal Sup et obtient une licence en lettres. C'est un homme très doué, mais accessoirement dilettante. Il est ensuite élève à l'école du Louvre, mais je ne sais pas s'ils mettent en avant dans leurs grands anciens Bonnard, le doute est permis. Dès 1906, néanmoins, il est un écrivain à succès, un mondain de tous les salons, puis un personnage public par sa chronique dans Le Figaro qu'il tient à partir de 1908. Il est donc un homme plus qu'en vue des avant-guerres. Il est mobilisé en 14, mais sa demande d'intégrer l'infanterie est refusée. Je ne sais plus pour quelle raison exactement. Et Bonnard se retrouve conducteur d'ambulance puis officier de marine et finit la guerre avec la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Après-guerre, il continue son travail de chroniqueur, il voyage notamment plusieurs mois en Chine, il en tire un livre à succès en 1923, il traverse, disons, toutes les années 20 en écrivain vendeur et tranquille promeneur. En 1932, il devient académicien, à pas même 50 ans, l'un des hommes d'esprit les plus en vue en France, et même le prête-plume aujourd'hui de plusieurs auteurs. Il est aussi un homme écouté à droite, vers laquelle il incline depuis les années 20 en se rapprochant de Maurras. Bon, pas besoin de tout retracer dans cette évolution, mais il s'affine dans le nationalisme, une certaine fascination pour les hommes d'ordre du temps, l'anti-parlementarisme et la régénération par les artistes et les élites de l'esprit. Bref, il est un de ces sommets littéraires qui, en France, était encore et pouvait se dire de droite jusqu'aux années 60,
avant qu'ils ne fussent de bon ton d'être de gauche et que, eh bien, de fait, on n'arrive plus à citer aujourd'hui trois grands écrivains de talent vivants. Hein, peut-être qu'un jour, on savoura qu'il est difficile d'être un grand artiste lorsqu'une large partie de nos capacités est occupée eh bien, à se mentir à soi et mentir aux autres pour se faire applaudir et espérer vivre de son art plutôt que de le faire vivre. C'est, on le comprend à la date de parution, 1936, comme je vous l'ai dit, la victoire du Front populaire qui le pousse à rédiger Les Modérés, son œuvre politique majeure, on va y revenir. C'est à ce moment-là à la fois qu'il s'engage le plus, mais aussi que l'époque entraîne des engagements qui ne sauront être pardonnés par les vainqueurs aux vaincus. Il soutient l'Espagne franquiste, voyage en Allemagne en 1937, voyage qu'il fera à nouveau en octobre 41, hein, le plus fameux aux côtés de Drieux et Brasillac, rompt avec ses amis juifs et bascule dans un certain pro-germanisme, ou un pro-germanisme certain, je ne sais pas comment tourner la chose. On connaît cette période où dans des séquences très courtes, eh bien, des hommes très liés vont se retrouver à suivre des chemins que tout distingue. Une fois la défaite consommée, il continue sa carrière de chroniqueur et devient un fervent collaborationniste. Il est nommé ministre de l'Éducation nationale en 1942, ministre assez peu actif, il faut le dire, malgré ses grandes idées sur l'élite de demain. Il fuit le 21 août 1944 et se retrouve à Sigmaringen. De là, on le retrouve en Italie, où il parvient à partir en avion vers l'Espagne, grâce à ses nombreuses amitiés intellectuelles et diplomatiques, dans le même avion que Pierre Laval d'ailleurs. Bien entendu, il est condamné à mort par la France, mais eh bien, lui n'est pas extradé par l'Espagne comme un Laval. Il vit alors dans une relative misère en Espagne jusqu'en 1958, et à cette date, à la surprise générale, eh bien, il annonce son intention de se rendre à son procès devant la Haute Cour de justice, dernier procès des responsables de Vichy. Il est laissé en liberté pour un procès qui va se dérouler en 1960, avec une peine symbolique et déjà purgée. Sa dégradation nationale est rapportée et il peut demander réparation. Cependant, il s'en retourne en Espagne et continue sa vie modeste pour des pinaillages procéduriers chez un homme assez antipathique au demeurant et qui sans doute ne réalise pas que sa condamnation symbolique était finalement assez légère. Il meurt seul, âgé de 84 ans en 1968, à Madrid. À noter pour finir par l'anecdote que c'est lui qui a hérité du sobriquet bien connu de Gestapet, à une époque où on pouvait être dans le bon camp et moquer les homosexuels. Ceci étant, je n'ai pas de souvenir de lecture confirmant son homosexualité, au contraire des recensions de ses maîtresses, mais bon, j'ai pas de certitude non plus, nonobstant le fait que le bon mot est par ailleurs très bien trouvé, et puis bon, tempora, mores, tout ça. Alors, c'est un livre assez particulier, je le dirais dans la partie réservée à cette fin, ce que j'en ai pensé, mais qui force énormément à citer, je m'en excuse. Et ensuite, le but ici est certes de parler de l'auteur et de livrer ses propos, mais aussi de comprendre une époque, celle de l'agonie de la Troisième République dans la défaite à venir. Pour citer l'auteur, bonsoir Tajika, une France est finie, il ne faut pas que la France le soit. Alors, faut-il être modéré ? Et déjà modéré qui et pourquoi. Alors bien entendu, comme je le disais, c'est un pamphlet que vous avez entre les mains, pamphlet qui est l'appel d'un homme vers le destin que l'on connaît. L'objectif, la rupture avec le régime des Français, car tout repoussé qu'il est par le cœur, tout condamné qu'il est par l'esprit, le régime actuel n'en reste pas moins implanté dans les choses, non seulement parce que ceux qui en profitent évoqueront tous les démons plutôt que de renoncer à leurs avantages, mais parce que beaucoup de ceux qui le critiquent sympathisent encore avec lui par toute une partie de leur nature. Je cite à nouveau l'auteur. Il est fort bien de parler sans complaisance des politiciens, si la connaissance de ce qu'ils sont marque le point d'où l'on part vers ce qu'il faut être. Mais de les vilipender sans qu'il en soit rien de plus, cela n'empêche pas de garder des défauts tout voisins des leurs, ni de partager avec eux la responsabilité dont on voudrait les accabler. On touche ici l'un des premiers points et l'un des plus importants de l'œuvre, qui est aussi une attitude, je pense, qui est, j'allais dire que je partage, mais qui est largement partagée. Hein. Je pense que l'on n'a rien contre le critique, disons, PMU, bien entendu, mais voir des gens critiquer les politiciens pour finalement avouer qu'ils feraient sans doute la même chose dans leur cas ou être porteurs de valeurs qui les en approchent,
et juste vouloir s'exonérer de ses propres turpitudes parce que leur dommage est finalement moindre en tant que citoyen, eh bien finalement c'est être plus médiocre dans l'erreur, être eh bien une même moisissure au pied de l'arbre aspirant simplement à rejoindre celle des branches. La première partie de l'œuvre est donc celle de l'acceptation par le peuple du système et son édification jacobine, transformant eh bien, la réalité empirique en idéologie. L'attention de Bonnard est donc portée sur les modérés, les représentants de la multitude, constatant d'abord que l'histoire se cristallise toujours autour d'un homme, hein, c'est-à-dire le bilan négatif d'un roi ou d'un président qui sait représenter une forme de culpabilité personnelle, mais qui ne doit pas omettre celle des parlementaires et celle de la nation tout entière. Ce temps d'il y a presque maintenant un siècle, on pourrait toujours le considérer comme le nôtre, hein, celui des slogans vides de sens. Mais pourtant, et l'auteur le reconnaît, chez les modérés de son temps, par rapport au nôtre, alors le mot de patrie entraînait des obligations sincèrement et parfois courageusement acceptées. Ce sont des hommes, ces modérés de son temps, à qui le fantôme de la France apparaît encore par moments pour les troubler dans les tristes choses auxquelles ils consentent. Comprenez qu'on est 20 ans après 1914, hein, il serait difficile de dire autre chose, malgré les critiques politiques que l'on peut faire, il y a encore tout un personnel politique qui a quand même fait don de soi à la patrie. N'empêche, la critique du personnel politique accroché à ses prérogatives, peu importe ses idées, reste la même. La République a son existence propre, ses mœurs, son personnel qui n'aime la France qu'à l'encan et dans leur poche, et cet instinct de supériorité d'appartenir à la bonne coterie au-dessus du peuple. Par nature, hein, le personnel politique est ainsi. Il est certain qu'un homme de la tendance de Bonnard verra la rupture négative avec la Révolution française. Je le cite. Par la supériorité morale que les Jacobins s'attribuent, sans se mettre en peine de la justifier, le problème de la politique est irréparablement faussé. Si l'on suivait Bonnard dans son analyse, les grandes lignes des petits comportements d'aujourd'hui, la crétinerie quasi médicale d'Indologu, ne sont finalement que la suite logique du tutoiement du député de 1910 ou de la vulgarité de 1793. Bon, je n'irai pas jusque-là. Le diagnostic n'a pas changé pour autant. Notre personnel politique a toutes les vertus, non parce qu'il les possède, mais parce qu'il s'accorde le droit de s'en passer. Et est-ce que cela a vraiment changé ? Je cite l'auteur. Si l'on cause des derniers scandales avec un de ces fanatiques de province qu'on appelle des militants, et qu'ils parlent franchement, il conviendra qu'en effet ces chefs sont répréhensibles, selon la morale ordinaire, mais il ajoutera qu'étant de bons républicains, ils sont au-dessus de cette morale-là. Je pense que vous pouvez reconnaître certains de nos personnages d'aujourd'hui. La France serait donc, selon l'auteur, sous la domination des partis et de leur jeu politique, tremblant que le pays ne se soulève en ses profondeurs et ne fasse tomber le régime, et devant donc être surveillé. Je cite à nouveau. Si les Français s'insurgent d'eux-mêmes, s'ils se révoltent sans qu'on le leur ait commandé, s'ils marquent le moindre mouvement de mécontentement sincère, ils ne sont plus que des factieux et des scélérats, on mitraille le peuple quand ce n'est pas celui qu'on a fabriqué. Du 6 février 34, hein, auquel il est fait référence ici, du 6 février 34 au Gilet jaune, rien n'a changé, du mécontentement sincère et national vient le danger pour le régime, hein, c'est peut-être pour ça que certains peuvent tout brûler sans se faire réellement tirer dessus, ils ne représentent eh bien qu'un danger, j'ai envie de dire, social et civique, pas forcément un danger pour les institutions. La seule différence étant qu'à l'époque, le modéré servait aux extrêmes, hein, servait surtout de punching ball, on se venge encore sur eux d'un temps qu'ils ont oublié, nous dit Bonnard. C'était avant que, effectivement, au clivage politique ne se substitue la race, la religion ou l'ethnie qui soit introduite comme presque centralité en France et que eh bien, les citoyens doivent subir le même sort avec l'accord tacite de politiciens heureux d'avoir mis sur quelqu'un d'autre la lourde cible des contentieux. Le livre se poursuit par la critique du modéré, ce conservateur mou, critique finalement proche de la nôtre. Je cite l'auteur, « On pourrait donner bien des définitions du député modéré. La plus simple est de dire que c'est quelqu'un qui voudrait cesser d'être modéré pour être sûr de rester député. » Il faudra attendre 4 ans pour vérifier la maxime, mais ils seront, malheureusement pour Bonnard et son analyse, ils seront pour beaucoup du côté de l'auteur. Mais alors, qui sont ces modérés en politique ?
À l'époque de Bonnard, ils sont les vanités passées des fins de race nobles et bourgeoises. Ils sont donc cette race d'hommes aux qualités certaines, ayant mis en haut des buts de l'honnête homme, celui, je cite l'auteur, de servir la France sous tous les régimes, beau devoir sans doute, mais un peu trop commode à l'ambition de l'individu. Bonnard, encore une fois, ne savait sans doute pas à quel point la période 39-46 éclairerait encore cette facette de nos commis et magistrats de l'État. Vide de recevoir leur récompense, de quelque main que ce soit, ils font ces carrières moins viriles que scolaires qui caractérisent toute une espèce de français et où un homme qui monte en grade ressemble à un enfant qui reçoit des prix. Bref, cette modération ramassie des bourgeois et nobles tirant leur importance de l'État est celle d'une classe s'attaquant à tous les régimes, par l'intérieur, j'entends, à tous les régimes lui faisant place pour s'accorder à tout ce qui lui garantit la possession de ses biens. Ils sont modérés non point par des principes qui leur appartiennent, mais en faisant un pas de moins dans le même sens que leurs adversaires, en versant une goutte d'eau dans un vin qui n'est pas le leur. Cette classe de modérés ne vaut finalement jamais moins que lorsqu'elle domine. Or, dans cette domination, le bourgeois, alors je vous ai mis ici Paul Reynaud, son gouvernement, mais le bourgeois ne s'indigne pas, il s'alarme. À l'époque, il s'alarme de la montée, au pouvoir de régimes dictatoriaux et qui réarment leur pays, mais il n'est capable que, effectivement, de s'alarmer, et le régime incapable avec. Et il se rend sur place et condamne, dirait-on de nos jours, avec un petit sourire entendu. Mais alors serait-on ce que l'on vote ? La seule élection valable pour Bonnard serait improvisée, permettant de ne pas la dénaturer, car, je le cite, « la démocratie fabrique le peuple qu'elle consulte. Avant de demander leur avis, on a déterminé leur réponse. » Mais au moins, si Bonnard juge le suffrage universel détestable, c'est son droit, il ne lui fait pas l'injure de croire qu'il ne désigne pas des hommes correspondant à la nation. Cette nation modérée. En l'espèce, en son temps, et selon les craintes qu'il a, je le cite, « si les partis de gauche joignent à l'avantage de susciter les passions révolutionnaires celui d'apparaître revêtus de l'autorité de l'État, de sorte qu'excitant les âmes haineuses, ils peuvent encore fasciner les âmes crédules, on s'émerveille qu'en dépit de ces conditions, subsiste une masse d'électeurs modérés. » On pourrait de nos jours transformer la chose, même si parti LFI a, semble-t-il, une base étendue, mais c'est vrai qu'on pourrait y ajouter de nos jours une extrême droite à qui le réel tente tous les jours de donner raison et de convaincre le Kidam, pour le moment, le Kidam modéré, pour le moment sans succès. Ce modéré est l'animal politique commun. Je le cite. « On ne pourrait espérer les satisfaire dans ce qu'ils souhaitent, sans les contrarier dans ce qu'ils demandent. Ils voudraient qu'un grand changement fût fait, et ils défendent qu'on hasarde même d'en faire un petit. » Quant au personnel politique de son temps, quelle différence avec le nôtre ? Il ne désire pas l'autorité où un homme marque sa puissance, mais l'importance, qui ne peut être très bien qu'une dilatation de la nullité. En termes de dilatation de nullité, vous avez ici un exemple concret. Mais attention, le modéré de centre droit n'est pas un réactionnaire, il ne tient plus au passé, il n'agit pas sur le présent, il sera surpris par l'avenir. Je vous rassure, il existe encore néanmoins des différences entre les époques, tout n'est pas comparable. Bonnard pouvait déplorer qu'il soit très remarquable que ce mot d'intelligence est presque le seul employé dans les jugements que les Français d'aujourd'hui portent les uns sur les autres. Pour lui, cette intelligence est un paravent pour cacher les avanies morales. Qu'il se rassure, nous-mêmes y avons renoncé, nous ne le pouvons plus, nous ne trouverions personne à qualifier d'intelligent. Penser pour penser est une activité spéciale à laquelle quelques hommes seulement sont destinés par des facultés exceptionnelles. Peut-être, mais au moins, lui pouvait se délecter de leur existence. Salut à Lazare, oui tout à fait, dilatation de l'estomac de l'ancien maître de Pau, et tout à fait, de l'ancien comte palois. Pour autant, ces hommes intelligents, il semblerait qu'ils fussent occupés aux mêmes symphonies de pipeau que les nôtres. Je cite l'auteur. « C'est proprement le travers français. Au moment où des périls énormes demandent qu'on leur réponde par des idées simples et des actes vigoureux, nous sommes envahis de gens qui veulent d'abord que nous admirions ce qu'ils ont d'intelligence. » On comprendra où va la sensibilité de l'auteur vers les idées simples et les hommes d'actes vigoureux, sans reparler de sa possible homosexualité.
De là, les types fastidieux de l'aristocrate révolutionnaire, de la grande dame à opinion subversive, du gros riche qui, n'existant que par son argent, croit s'ajouter une cocarde d'esprit en se déclarant communiste. Ces divers personnages inspirent un dégoût instinctif aux âmes honnêtes. L'idée qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes, c'est la croyance enfantine que ce qu'ils ébranlent durera toujours. C'est ce qui est bien avec les formules, ça marche autant pour le bourgeois révolutionnaire de 1936 que pour le boomer 68ard ayant ravagé un système dont il pleurniche pour conserver les avantages. Mais au moins, si l'histoire se répète, en tout cas c'est ce qu'il semble, ces hommes de ce temps-là avaient au moins pour eux encore un patriotisme ombrageux, une intelligence et une méritocratie illusoire peut-être, mais une méritocratie de laborieux qui les rattachait à l'ancien monde, faisant de fait d'ailleurs de tout vrai républicain un homme déçu à qui ne reste que des satisfactions périphériques de l'ambition. Bref, à la peur d'être aristocrate de 1789, répond maintenant celle du temps de l'auteur de ne pas être assez républicain, qui semble être entré dans notre code génétique depuis. Pour l'auteur, eh bien, le temps qu'il vit doit dicter la fin du jeu politique tel qu'il est. Je le cite. L'entrecroisement des passions et des intérêts, le mensonge qui partout alterne avec l'impudence peuvent donner à la vie politique un aspect très enchevêtré. Mais dès que les circonstances deviennent critiques, ce débat très confus ne réussit pas à cacher un combat très simple, une lutte entre les hommes de discipline et les hommes de destruction, aussi élémentaire que celle qui, dans les cosmogonies, oppose les dieux aux génies. Et je voudrais ramener le propos à ceux qui pensent que la passivité est un destin, donc ne votons pas, ou que la réalité peut être évacuée par le cynisme. La vie politique détermine le destin des peuples. Le boomer social-démocrate, tout à fait. Doit-on pour autant les condamner ? Eh bien, si les modérés sont les femmes de la politique, qu'ils souhaitent que leur soit faite une agréable violence, comme dit Bonnard, eh bien il ne fait pas pour autant le procès de la modération. Je le cite, la modération véritable est l'attribut de la puissance. Cet éloge de la modération est ce qui a conduit le livre à parfois être vu comme une théorie du centrisme. La modération est en fait coincée entre deux mondes, la modération n'étant pas la prérogative du modéré qu'il brocarde, je le répète. La modération, la vraie, est coincée entre deux mondes, entre deux catégories d'hommes divinisant leurs intérêts. L'égoïste prétendra soutenir l'ordre, l'envieux transformera sa rage personnelle en une sainte justice sociale. Ce que Bonnard recherche, et qui explique aussi une partie de son parcours futur, c'est l'homme maître de l'histoire. Ce qu'il reproche notamment aux révolutionnaires est d'avoir été tout-puissant comme démon et impuissant comme chef. C'est une partie d'ailleurs du propos de Müller-Vandenbruck dont on avait parlé dans le Troisième Reich. Modérés ou libéraux sont en fait les deux actes de la farce. C'est une générosité de niais en son temps, comme ces nobles abandonnant tout privilège au seul bénéfice d'être applaudis après avoir passé un millénaire à vouloir n'en abandonner aucun contre tout bon sens. Bonnard ici, dans cette partie de l'œuvre, prend quelque part la réflexion d'Ibn Khaldoun, dont on avait aussi parlé. Je le cite ainsi. L'on peut dire en gros que si l'ancien temps a pu être celui des hommes supérieurs, si le nouveau, selon toute apparence, va être celui des hommes rudes, celui qui finit présentement aura été celui des hommes médiocres. Pour autant, il est vrai que l'on constate une forme de vérité générale humaine et donc politique dans tout aphorisme, dont celui-là, on le sait, une génération est fautive, elle devient lucide sur ses égarements, elle atteint alors l'âge de s'éteindre, et puis donc vient celle qui établira le culte de leur faute et nous entraînera à adorer Simone Veil, que sais-je, peu importe. Voilà, c'est toujours cette théorie des cycles. Néanmoins, les références de Bonnard, tradition oblige, notamment de l'Action française, sont plus savantes, plus tranchées. Tout cela peut-être nous semble loin, même si on en reparlera d'un point de vue littéraire. La référence est d'abord 93, et s'ensuit l'habituelle critique du romantisme, dont il est vrai que ces tenants sont critiquables et qu'un Victor Hugo nous sidérante avec le progrès et le rapetissement du monde, comme facteur de paix, alors que se tenaient devant lui les 100 ans les plus meurtriers de l'humanité, bien ça peut nous faire un petit peu sourire, puisque, je rappelle, 30 ans après sa mort, c'était Verdun, et les lendemains n'ont pas chanté, mais plutôt sifflé en obus. Mais ce que Bonnard est en eux, c'est plutôt l'esprit menteur du siècle.
ce en quoi il oublie d'ailleurs sans doute que tout esprit est menteur. Je le cite. On a expliqué aux Français de ce temps-là que leur félicité était immanquable pourvu qu'ils s'abstinssent de s'en occuper. On leur a fait accroire qu'il était presque certain qu'il n'y aurait plus de guerre puisqu'il y avait des chemins de fer et que cela était tout à fait sûr puisqu'il y avait des ballons. Voilà donc pourquoi, eh bien, nous ne devons pas nous taire encore aujourd'hui, parce que, je le cite à nouveau, les idées maîtresses d'un temps ne sont pas celles qu'on y exprime le plus souvent, mais celles qui sont si bien admises de tous qu'on ne les exprime même plus. Il faut sans doute sans cesse asséner les mêmes idées pour que, eh bien, elles deviennent des idées que l'on n'ait plus à exprimer. C'est le propos de Bonnard que de renverser l'état des choses, et qui pourrait lui donner tort dans le constat que si la France, je le cite, parmi des peuples dont chacun se resserre et se concentre, elle reste si largement ouverte à la populace de l'univers, c'est sans doute parce que ceux qui y sont les maîtres se proposent expressément d'accroître ainsi les troupes qu'ils réunissent contre la nation, mais c'est aussi parce que la nation reste imprégnée de cette idée abstraite de l'homme que le XVIIIe a formée et que la démocratie a traduite en disant qu'un homme en vaut un autre. C'est ici que nous sommes ramenés à considérer cette multitude d'hommes moyens qui, dans une société qu'ils caractérisent d'autant mieux qu'ils sont ce qu'elle tente à produire, ont créé l'esprit public et qui, après avoir, par leur faiblesse ou leur volonté, leurs penchants ou leur résistance, déterminé le cours des événements, échappent à l'histoire en allant se cacher dans leur tombe. Et tandis qu'ils s'élèvent dans une société qui tombe, leurs succès personnels ressemblent à des échelles dressées dans les décombres. Voilà pour le constat, et terminons par le chemin. Parce que voilà le monde d'où l'on vient, il reste à choisir le monde où l'on va. Verser le sang le 6 février 1934 ne devait pas être pour l'auteur un aboutissement, mais un commencement. La conclusion est simple, Republica delenda est. La justice sans la justice, l'ordre sans l'ordre, la malignité sans le courage, tout cela doit disparaître. Et donc on en vient à la conclusion, je cite l'auteur, le démagogue bourgeois est annulé par le dictateur. S'il est très douteux qu'ils soient de grands hommes, il est certain qu'ils sont éminemment des hommes. Tout leur effort en fait foi, et cette valeur virile suffit à les mettre 1000 coudées au-dessus des politiciens. Ils n'ont pas fait leur carrière par des tricheries et des bassesses. Mussolini pourrait quand même discuter de la chose, mais peu importe, mais par la lutte et par la prison, et ayant engagé toute leur personne dès leurs premiers actes, jamais ils ne l'ont exposé davantage que dans le poste suprême où ils sont des chefs pour être des cibles. Bon, à partir de là, je crois que l'on peut considérer que ces intentions futures faisaient peu de doute, comme en témoigne l'image où il ressemble à l'homme très sympathique qu'il devait être dans la vie privée. Alors, néanmoins, les modérés sont-ils à consommer avec modération? À Dieu ne plaise que Bonnard ait raison et qu'un siècle ne se mesure au type humain qu'il nous a laissé. Le livre est, à sa sortie, assez bien, oui, il a l'air empli de joie et d'amour, le genre de type vraiment avec qui tu te marres à table. Néanmoins, le livre est à sa sortie assez bien accueilli, aussi bien à l'extrême droite que par une partie des intellectuels, incluant les intellectuels juifs, certains d'entre eux, les modérés étant par ailleurs dépourvus d'antisémitisme. In fine, je ne savais absolument pas ce que j'allais avoir entre les mains pour aboutir effectivement à un pamphlet contre-révolutionnaire et contre-républicain, tenant les modérés, qui ne sont encore une fois qu'un autre nom des conservateurs, mais qui ne sont pas les tenants de la simple et de la vertu de modération, qui sont plutôt l'impuissance, tenant ces derniers pour congénitalement incapables de transformer la matière par manque de courage. Un noté qui n'en fera pas beaucoup plus, mais passons. L'homme, ancien ministre lui-même, donc, mais qui ne le savait pas encore, dépeint ce caractère des modérés conservateurs et leur nocivité, combinée à celle d'un régime républicain dans lequel ils peuvent se lever pour n'être rien en étant tout. Vous l'aurez compris à ce que j'ai cité, c'est un livre à phrases, c'est un livre d'artiste qui vient se mêler de politique. Bonnard, c'est un style qui empile les phrases. Aussi brillantes et sonnantes soient-elles, l'une supplante l'autre et la fait oublier, il n'empêche qu'il empile par ailleurs des vérités qui sont restées les mêmes, puisque le régime n'a pas fondamentalement changé. Ainsi, c'est un livre que l'on ne peut dissocier de la littérature de la Troisième République et de la République française en général, sachant que l'on a gardé la République démocratique, mais pas malheureusement ce pinacle de la France littéraire.
qu'elle savait nourrir aussi par ceux qui la combattaient. En se rendant inattaquable aujourd'hui, le régime a sans aucun doute absolument détruit une large partie de l'intelligence collective nourrie par le débat sur sa nature et l'éventuelle contestation de ce dernier. Pour préciser la chose, il est un de ses livres d'une troisième en fin de vie surtout. Les modérés est issu d'un monde où l'on pouvait se plonger avec introspection dans la France, la tourner et la retourner avec délectation. Il faut donc y savourer ici la préciosité et la précision de la langue, tout en connaissant les opinions et d'où parle le prophète. C'est un monde simple, en tout cas plus simple, où l'ennemi est connu et nommé, où aucun complot international n'est nécessaire, juste règne la vanité des médiocres. C'est un monde proprement français, légué par Robespierre, celui où eh bien, il n'y a que deux partis dans la Convention, comme il le disait, les bons et les méchants. Pour autant, eh bien, ne comptez pas sur Bonnard pour faire autre chose que déplorer et constater, et lui-même le dit, je le cite, « Je ne doute pas que plus d'un lecteur n'ait parfois trouvé que l'auteur l'emmenait bien loin du sujet qu'il avait d'abord annoncé. » Je constate effectivement la chose, tout à fait. C'est ça, non, c'est même plus... Enfin bon, c'est un autre, effectivement, un autre sujet. Quel est le parti conservateur aujourd'hui en France ? D'où vient cette, on va dire, domination idéologique de la gauche ? Ils ne font même pas que conserver. Je pense là-dessus que sans doute que Bonnard trouve la formule juste en disant que ce sont des gens qui se contentent de faire un pas de moins dans la direction de leurs adversaires. Mais comparaison n'est pas forcément raison aujourd'hui avec la recomposition politique et effectivement la transformation, comme je l'ai dit, du corps social qui a tendance un petit peu à redistribuer les cartes, non plus autour de grandes idées, mais autour effectivement d'appartenances communautaires notamment, et ce genre de choses. Donc les valeurs ont changé, les dominations politiques aussi, restent effectivement certaines vérités et certaines puissances comme celle de l'argent, mais... je pense qu'il faudrait d'abord déterminer ce qu'est le conservateur aujourd'hui en politique, notamment par rapport aux additions étrangères et un certain conservatisme social chez certains. Peu importe. Bonnard ne reproche pas au parti modéré, si tant est qu'il existe, d'être modéré, il lui reproche surtout d'être un parti à l'image de la nation qui porte des valeurs sans oser les incarner, de suivre une tradition de perdant depuis la Révolution dans un théâtre où il importe seulement à l'acteur d'être payé et croyant que c'est en courbant la tête qu'on l'empêche d'être tranché. L'antithèse, je le cite, que les philosophes et les romantiques ont instituée entre un passé de ténèbres et un avenir de lumière se retrouve dans celle que le langage politique a établie entre la droite et la gauche. En fait, je crois que au global, ces gens sont devenus inaudibles faute d'individus pour comprendre le message, faute du message en lui-même. Il est bien tombé de ce point de vue qu'ils fussent dans le mauvais camp, ainsi il n'y a plus d'efforts à faire pour les comprendre, et surtout incliner à leur donner raison, c'est être dans le mauvais camp, leur critique des années 30 devenant instantanément le reflet de leur comportement des années 40, alors que fondamentalement, la défaite est une telle rupture que l'on voit des gens se transformer en tout point et n'être non plus l'évolution de ce qu'ils furent, mais être plutôt un être nouveau, plongé dans un nouveau monde. Le problème de Bonnard et d'autres, c'est d'être commodément réfuté par 1940. Si la forme qu'ils ont choisie pour exprimer leur fond a péché et vice-versa, c'est que tout était pourri. Bon, pourquoi pas, mais c'est prendre le risque de se tromper, peut-être n'est-ce pas toujours le bien fondamental et uniforme qui gagne non plus. C'est sans doute eh bien, l'échec politique et historique de ces gens. Leur but le plus haut n'était pas que le renversement du régime républicain, mais une transformation mentale du peuple, dut-elle passer par une abjecte soumission. Or, non seulement le régime perdure et la France continue à être la maison de fous que l'on connaît, le modéré est devenu ankylosé et sûr de lui au point où il paraît impossible à transformer, mais par leur échec, eh bien, tout un pan de l'éventuel échappatoire produit chez ce modéré une répulsion épigénétique. Qu'on soit d'accord ou non avec l'échappatoire proposé n'est pas le sujet, puisqu'on ne peut même plus l'évoquer. Il est vrai aussi qu'on en ressort, comme je l'ai dit, harassé par un maître du verbiage. Ce sont des livres
de qualité, mais tellement verbeux qu'il vous frustre de vérité que vous serez incapable de répéter parce que eh bien, leur préciosité de langage est devenue inusitée et que eh bien, les formules employées vous sortent de l'esprit aussi vite qu'elles sont rentrées. Il n'empêche que les constats demeurent, quelle différence entre nos deux époques lorsque Bonnard nous dit que, je cite, ces personnages sont rongés par des vérités qu'ils n'osent pas dire et c'est leur marquer de l'estime que de supposer que cet état leur est un tourment. La République ne leur permet pas de dire ce qu'ils ont appris d'elle à leur service. Il nous rappelle par ses mots, et sa propre vie d'ailleurs, qu'il existe des camps et des idées qui gagnent ou perdent, c'est le jeu de l'histoire, mais que, in fine, le vrai triomphe de la postérité, qu'on lui accorde ou pas, peu importe, ce n'est pas le sujet, est d'avoir dit en un temps ce que l'on pense être le vrai, pas ce qui est en mesure de nous procurer un avantage. Hein, ça n'a pas changé aujourd'hui. On le voit assez souvent, vous avez ces hauts fonctionnaires à la retraite. Récemment, je crois que c'était l'ex-chef de la DGSE qui nous disait que l'immigration actuelle était un suicide de la nation. Je pense qu'il ne l'a pas appris seulement en prenant sa retraite. Tout le monde sait ce qui se passe. Hein. Ensuite vient eh bien, notre autocritique et la leur. Que fait-on? Que font-ils? On trouvera aussi dans le livre des critiques plus classiques du temps sur l'égalitarisme, par exemple, chez un homme qui croyait bien fondamentalement à l'élitisme. Et la plupart du temps, c'est vrai, rien n'est décevant dans le livre par le sens de la formule. Je crois que l'on peut être assez libre de dire que le style est particulièrement riche et profond, et que eh bien, le fond de l'œuvre l'est un peu moins quand même par le siècle écoulé, puisque les vérités énoncées restent, mais ont été assez ressassées pour qu'elles aient moins le goût de la nouveauté. Là reste un certain style. Qui disent bien en privé avoir conscience des problèmes exogènes. Oui, et puis au-delà de ça, un Gérard Collomb qui démissionne en disant dans quelques années on aura la guerre civile en France. Bon, c'est ce genre de propos qui font un petit peu sourire. La critique générale est un classique des années 20 et 30, elle n'est d'ailleurs pas proprement française, c'est celle par exemple de la révolte des masses d'un Ortega y Gasset en 1929 en Espagne, nous disant que, je le cite, la grande nouveauté de notre époque, c'est que l'âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse d'affirmer les droits de la médiocrité et de les imposer partout. La masse n'est ici pas politique, hein, c'est le type humain général, c'est le type humain qui prend le pouvoir dans le monde des démocraties. C'est aussi ce que Hermann Hesse écrit en 1927 dans Le Nous des steppes, dont on reparlera sans doute un jour. Hein. Je le cite, le bourgeois tente pour sa part de trouver une voie moyenne, modérée entre ces deux possibilités. Son idéal n'est en effet aucunement le sacrifice, mais la préservation de sa personne. Il n'aspire ni à la sainteté, ni à son opposé et ne supporte pas l'absolu. En résumé, il essaye de trouver sa place entre les extrêmes, dans une zone médiane, tempérée et saine, où n'éclate ni tempête, ni orage violent. Alors, j'arrête ici parce que l'idée n'est pas de balancer des noms, mais de comprendre que c'est un produit aussi du système et du temps qu'on aurait pu illustrer par d'autres auteurs partout en Europe et dans le monde occidental. Mais en l'occurrence, je souhaitais aussi, au-delà de ma découverte personnelle de la lecture et des restitutions que je fais, quelqu'un de clivant et très engagé, sans avoir l'excuse de l'aventure ou de la jeunesse. Alors, est-ce que c'est un livre utilisable pour notre réflexion? Alors, il y a bien sûr la vérité des constats. Mais ce que l'auteur impute entièrement au régime et à sa tradition, hein, au régime républicain, eh bien c'est aussi l'observation d'un homme du temps et de choses sur lesquelles le régime ne peut pas tout non plus. Reste la beauté des phrases d'intellectuels qui pouvaient se le permettre, quand sans aucun doute nos problèmes nationaux ont dépassé l'agréable jeu de paume politique et l'aller-retour des épigrammes bien sentis et de beaux esprits manuscrits. Nous continuons sans aucun doute comme en 36 à pourrir par la tête, mais notre corps est largement parasité lui aussi. Certes, je recite à nouveau, quelle que soit la réalité qui se soulève autour d'eux, les gens de la politique ne savent que se cramponner au système par où ils existent, que répéter les formules qui les ont fait élire, et ainsi le régime parlementaire ne se perfectionne que pour s'isoler de toutes les questions qu'il devrait résoudre. Le politicien devient le parasite d'une nation qu'il détruit ou laisse détruire. Certes, nous serons tous d'accord, mais ce sont les mots d'un temps où l'ennemi était ennemi par ses convictions avant tout, où il représentait une alternance plutôt qu'une altérité, et on pouvait se complaire à, sans aucun doute, confier un régime parlementaire qui n'avait que des mots à fournir ou se voir opposer. Or, je pense que nous n'en sommes plus là, ce n'est pas que le régime qui va conduire la France à l'abîme, et la médiocrité générale, si elle est sans aucun doute un produit de ce dernier,
je pense qu'elle n'est pas que tributaire de sa forme politique et constitutionnelle. Les fruits de la démocratie et du suffrage universel, je pense que un arbre malade, peu importe sa nature, produit des fruits pourris, et qu'effectivement l'arbre pourrait être plus sain. On pourrait en vouloir à l'homme pour ses engagements. Hein, vous le voyez ici, il y a un meeting de la LVF. Encore une fois, des meetings où on avait l'air de beaucoup s'amuser. S'amuser n'étant pas le but de l'existence, bien entendu. Hein. Pourtant, on peut mettre à son crédit cette chose, c'est lui qui annonce que, je le cite, et c'est assez lucide, quand des hommes se sont mis dans le cas de sentir leurs erreurs et leurs fautes sans essayer de les réparer, il ne faut rien de moins qu'un désastre général pour effacer toute trace de leur responsabilité particulière. Ils l'attendent, ils l'escomptent, ils l'appellent presque, et ils s'en remettent à lui de noyer dans une catastrophe énorme les maux très distincts qu'ils ont eux-mêmes causés. C'est assez lucide, et aux dernières nouvelles, ce n'est pas lui qui conduisait la France en 1939. Et aux dernières nouvelles aussi, il est probable qu'une large partie des décideurs n'attend que ça aujourd'hui encore, que les problématiques sociétales deviennent impossibles à gérer pour, s'exonérer de leurs responsabilités, dire que c'était inéluctable et en exonérer le régime. Hein, nous vivons aujourd'hui dans des temps clivants et clivés, vous le savez bien. Ce sont pour la plupart des maudits, des honnêtes hommes, très souvent marqués par 1914, puis blessés par la défaite, qui furent longtemps amis, qui choisirent aussi des options avant-guerre en inconséquents parfois. On connaît la triade Drieux, Aragon, Malraux, des proches et amis, bien qui firent 3 choix, qui eurent 3 vies et finalement 3 destins fort différents. Aucun d'entre eux n'est fondamentalement et intrinsèquement pire qu'un autre. C'est le jugement de l'histoire qui fait le reste. Mais en tout état de cause, il est toujours instructif de suivre leur cheminement vers la fatalité. De ce point de vue, Bonnard et ses écrits, ce ne sont qu'un exemple. Voilà, terminons par une phrase et une note. La note sera forcément de C. Bonnard sur 10. Quant à la phrase, je vous la cite. Elle est toujours actuelle, elle aussi. Il est dans un régime quelque chose qui compte davantage encore que les actes ostensibles sur lesquels il est discuté. C'est l'esprit qu'il infuse à tout moment par le seul jeu de sa machine dans le pays entier et jusque les derniers hameaux. Et cet esprit ne vient pas partout au secours des meilleures âmes, s'il ne les soutient pas dans la fierté de leurs vertus et la pratique de leurs devoirs, s'il passe au service des instincts qu'il doit réprimer, s'il ronge les forces morales qu'il doit préserver, s'il pousse en tout point l'homme à se défaire, il y a là un scandale qui, tout fondu qu'il est dans la grisaille des choses, est plus monstrueux que ceux qui se dessinent en surface, c'est la fonction même de l'État qui n'est pas remplie. Vous voyez effectivement le style de l'auteur, et avec toutes les phrases que j'ai citées, qui ne représentent bien entendu que pas grand-chose dans l'ensemble du pamphlet, vous comprenez que c'est un tassement cérébral qui fait qu'à la fin, vous en ressortez fourbu. Et voilà, en règle générale, il y en aura d'autres, un livre de phrases, qui n'est pas forcément ce que j'ai le plus de plaisir à restituer. Le romanesque est un petit peu plus simple à rendre, le pur pamphlet un petit peu, on va dire, de tempête est souvent mieux identifiable dans ses cibles, mais de une, plus grand monde ne parle d'Abel Bonnard, donc c'est aussi mon rôle, dans le modeste rôle que je me suis attribué, et de deux, c'est un livre instructif sur un temps de crise républicaine qui annonce à la fois les engagements à venir de certains, et rappelle qu'une large partie des responsables se fondront dans tout nouveau régime qui leur permettra de conserver leur prébande, ou profiteront de toute grande catastrophe dont ils sont en partie responsables pour s'exonérer de leurs responsabilités et se refaire une virginité. Je crois que les annonces faites en 1936 correspondront assez bien au monde qui vient, en tout cas en France. C'est probablement une vieille leçon, toujours jeune, et je pense que la République démocratique ne change pas fondamentalement sur ce point. Quant à moi, à titre personnel, malgré mon inclination politique, disons d'extrogir, je n'ai pas particulièrement d'amour pour le collaborationnisme, mais il fallait malgré tout évoquer l'auteur, qui est une figure de la Troisième République des lettres et du régime de Vichy,
Par contre, c'est évidemment une littérature particulière qui ne plaira qu'aux plus intéressés par la chose, par une certaine beauté du style, par des livres politiques, et puis eh bien par le temps, disons, de la fin de la Troisième République, qui est un temps aussi très intéressant dans les recompositions qu'elle va provoquer par la suite, et le retour finalement avec la quatrième d'une large partie des gens du régime précédent, mis à part peut-être les plus compromis. Le nécrographe, tout à fait. Nécro, hein, on a bien dit. Ça doit être un beau pavé en effet. Ça va, en fait c'est pas long. Le livre, comme j'ai dit, fait 220 pages. Enfin, t'étais peut-être pas là au début, peu importe. Mais le livre fait 220 pages, donc il est pas si long. Mais il, effectivement, comme j'ai dit, empile sans cesse les phrases, sans répit. Des phrases qui, dans certains autres livres, quelque part se suffiraient à elles-mêmes. T'en mettrais 3 comme ça, dans un paragraphe de 12 pages, un autre auteur serait déjà content. Le texte est assez lourd. Et surtout le thème, moi ce que j'aime dans le pamphlet, c'est un petit peu l'outrance. J'aime l'outrance d'un Blois, j'aime l'outrance d'un Bernanos, parce que ça provoque aussi le sourire. Ici, ça correspond aussi assez bien à l'auteur, on sourit rarement, voilà. Et c'est très sérieux, et ce qui est bien aussi, hein, mais je veux dire, ce sérieux est quand même grevé d'une certaine préciosité du style, qui a un côté, et si Proust rédigeait des pamphlets, quoi. Voilà. Donc c'est un homme d'un autre temps, d'un autre style, voilà, c'est comme ça, c'est les hommes de ce temps-là et certains de leurs aspects littéraires. Bon. En tout cas, vous voilà prévenu. Programme de la semaine, programme assez chargé. Donc mercredi qui vient, nous nous retrouvons pour la tier list de nos pires livres, avec Pierre et Hazard. Donc mercredi, nous allons parler des livres... Merci beaucoup pour le déterrage. Ah bah là c'est du... Oui effectivement, là c'est le fossoyeur, mais effectivement là on a ressorti le cadavre du placard, effectivement. Bah, Bonnard est un homme dont on parle très peu, mais pourquoi pas, si ça peut inciter des gens à se tourner vers lui et voir peut-être autre chose que ce qu'il a pu faire, que les modérés. Ça peut être intéressant parce que ce sont des figures, à l'inverse peut-être d'un Rebattet, à l'inverse d'un Céline, qui sont pour le coup de purs romanciers, voire journalistes pour Rebattet. Bonnard est quelqu'un qui a complètement disparu, mais comme je l'ai dit, je pense que ça ne vient pas que de son passif, je pense que ça vient aussi de son style et des livres qu'il a pu écrire. Je pense que même sans cet engagement-là, s'il avait été rejoint Londres en 1940, il aurait quand même fini parfaitement oublié en tant qu'écrivain. Ça lui aurait peut-être assuré une autre carrière politique par contre. Donc mercredi, pire livre. Vendredi, nous ferons la deuxième session et session dernière sur Hearts of Iron 4 en historique. Et dimanche, je crois que nous parlons de La conquête du courage de Stephen Crane. Livre fort intéressant lui aussi. Si je ne m'abuse, je crois que ce sera bien ce livre-là, peu importe, de toute façon, le programme est noté sur Discord et sur Twitch. Il est possible que je me trompe, mais je crois que ce sera le prochain livre dimanche. Voilà, donc mercredi, vendredi, dimanche, un beau programme qui nous attend. On va bien se marrer avec les pires livres. J'ai hâte de voir quels seront les choix d'Hazard et de Pierre. Et bien d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Demain, c'est férié pour la plupart d'entre vous, et moi compris. Donc profitez bien de votre lundi de repos. Et ma foi, passez une bonne semaine. Et je vous dis, quant à moi, à mercredi. Et bonne soirée à tous. Yes, pareil à Lazare, à vendredi.